Bienvenue à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du Réseau national Génopsy qui va porter sur le décryptage et l'impact de l'évaluation neuropsychologique dans les maladies rares. Alors, l'évaluation neuropsychologique, c'est un processus clinique essentiel qui vise notamment à examiner le fonctionnement cognitif de l'individu à l'aide d'outils standardisés et qui est réalisé par les spécialistes qu'on appelle les neuropsychologues. Pourquoi on va s'y intéresser aujourd'hui? Eh bien parce que ce sont des évaluations qui répondent bien aux enjeux de la maladie rare, car elles permettent de préciser le fonctionnement de la personne et d'orienter la prise en charge grâce à des recommandations personnalisées. Pour nous éclairer sur le sujet, nous avons fait appel à 4 intervenants experts. Nous avons Marie-Noëlle Babinet, docteur en neuropsychologie, membre du CRMR de Lyon, Monsieur et Madame Hay, qui sont parents concernés par la maladie rare, et Madame Gaëlle Duperrier, qui est également parent concerné par la maladie rare et présidente de l'association Williams France. Avant de leur laisser la parole, je vous précise l'organisation du webinaire. Donc, vous assisterez d'abord à une présentation de 20 minutes avec nos intervenants, puis s'en suivra un temps d'échange de 20 minutes. Pendant les présentations, merci de bien laisser vos micros coupés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat qui se situe en bas de votre écran ou les poser à la fin de la présentation lorsqu'on pourra vous donner la parole. Pour finir, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, merci de bien vouloir couper votre caméra également. Sans plus attendre, je donne la parole à Marie-Noëlle Babinet. Merci beaucoup, Pauline. Merci à tous d'être présents et de nous permettre de parler de l'évaluation neuropsychologique, surtout en présence de parents concernés. Donc, je vais partager ma présentation. On a voulu quelque chose de particulièrement interactif. Donc, je vais revenir très brièvement sur l'intérêt de l'évaluation et en quoi ça consiste. Et l'idée, après, c'est vraiment un échange avec Monsieur et Madame Hay et Madame Duperrier pour qu'eux puissent témoigner également de cette importance et de l'impact de l'évaluation dans les maladies rares. Alors peut-être pour refaire un point, j'espère que les diapos passent bien. Donc les fonctions cognitives, finalement, à quoi ça sert? C'est important de faire le point là-dessus. Les fonctions cognitives au sens large, ce sont les différents processus mentaux qui sont sous-tendus par notre cerveau, à savoir la perception, notre connaissance, notre raisonnement, comment on va agir par rapport à l'environnement, les processus émotionnels. Cette liste n'est pas exhaustive. Et vous voyez avec le schéma que tout cela est sous-tendu par le cerveau, en effet, avec des liens entre chaque fonction cognitive, bien qu'elle puisse être évaluée de manière séparée. L'importance ici, et on y reviendra probablement lors de l'échange, c'est vraiment d'avoir cette notion de profil cognitif. Quand on fait une évaluation neuropsychologique, l'idée, c'est de pouvoir évaluer spécifiquement, comme l'a dit Pauline en introduction, les différentes fonctions cognitives de notre cerveau. Et pourquoi on va évaluer notre fonctionnement cognitif? Pour obtenir un profil cognitif. Je m'explique, l'idée du profil cognitif, c'est d'avoir une photographie à un instant T des compétences et des fragilités de la personne. Alors c'est très important cette notion de profil cognitif, on y reviendra dans l'échange probablement, parce que notamment dans le champ des troubles du développement intellectuel, si on ne va pas jusqu'au profil cognitif, on peut avoir tendance à s'arrêter au fait que les personnes ont des difficultés dans l'ensemble des sphères cognitives, puisque c'est le principe du trouble du développement intellectuel, d'avoir des performances en deçà de ce qui est attendu pour l'âge. Mais ici, on va bien plus loin et l'évaluation neuropsychologique sert à cela, à définir un profil cognitif avec des vraies forces et des faiblesses au sein de la personne même. C'est-à-dire pour la personne concernée, on a un profil spécifique, spécialisé, individualisé. Cette notion de profil cognitif, elle sert en effet à pouvoir adapter l'environnement, à mieux comprendre le comportement, à mettre en place des préconisations, à mieux savoir dans quel environnement scolaire, par exemple, ou bien chez les adultes, dans quel environnement professionnel la personne va le plus s'épanouir. Ici, pour vous montrer le lien entre les fonctions cognitives et le comportement, parce que effectivement, pourquoi évaluer ce profil cognitif? À quoi ça nous sert? Eh bien, principalement à mieux comprendre comment toute personne agit dans l'environnement. Finalement, tous nos comportements au quotidien sont sous-tendus par nos fonctions cognitives et l'évaluation neuropsychologique sert vraiment à faire ce lien entre notre fonctionnement et le comportement.
Ici, un exemple, imaginons que on a des difficultés d'attention visuelle qui sont complexes. Donc, ça veut dire prendre une information dans un ensemble visuel, donc être capable de sélectionner une information visuelle. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas très bien chez nous. Eh bien, finalement, on peut savoir que ça va avoir un impact sur une perception d'une scène sociale, puisqu'on va pas réussir à prendre probablement les bonnes informations. Et donc, on risque d'avoir une mauvaise interprétation de la scène sociale. Par exemple, ici, on ne voit pas que la jeune fille, finalement, elle est tombée de vélo. Simplement, on a l'impression qu'elle a oublié de mettre ses chaussures. Et donc, on la presse un petit peu en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de mettre tes chaussures. Donc là, on a un comportement inadapté, en tout cas un comportement qui n'est pas réellement en accord avec ce qui se passe dans la scène sociale, mais peut-être simplement parce que finalement, on n'a pas une bonne attention visuelle, donc on n'a pas perçu la scène de façon correcte. Donc ça, c'était pour vous montrer un exemple. Et donc là, et on va ouvrir la discussion d'ores et déjà, c'est pourquoi évaluer, à quoi ça sert finalement. On l'a un petit peu dit, hein, mieux comprendre la personne concernée, son fonctionnement, permettre à l'environnement de s'adapter aux ressources, aux fragilités des personnes, faire les liens avec le comportement, on vient de le dire, et surtout objectiver le réel profil de la personne. Éviter les on dirait que elle n'arrive pas à faire ça. On pense qu'elle ne sait pas faire ça. On ne pense pas, on ne sait pas. Je crois que c'est important de le dire ici, tant qu'on n'a pas évalué objectivement les choses, ce qui permet de proposer un environnement adapté, de favoriser l'autodétermination des personnes concernées et de pouvoir discuter avec les parents, mais aussi avec les structures du médico-social. Et je crois que par rapport à ça, tant Madame Dupérier que Monsieur et Madame Hay ont des témoignages à pouvoir apporter parce que c'est vraiment important de se dire, voilà, est-ce que ça a eu un intérêt finalement, cette évaluation neuropsychologique pour vous, vos enfants concernés par une maladie rare, ou bien est-ce que vous avez des expériences à nous partager aujourd'hui? Monsieur et madame Hay, peut-être? Oui, oui, alors nous, ça a été essentiel sur la prise en charge de Raphaël parce que effectivement, à partir du moment où on a eu cette évaluation et ce compte rendu sur Raphaël, ça nous a vraiment permis d'adapter ensuite, euh, d'avoir une lecture précise. Et donc, on a pu aussi échanger avec les personnes qui l'accompagnent à l'école, aussi au niveau des professionnels de santé. Et ça a été un vrai plus parce que ça nous a permis de décrypter plusieurs situations du quotidien et d'apporter les bonnes réponses pour Raphaël. Et donc, de le faire, c'est ce qui aussi a aidé à le faire évoluer, à diminuer les troubles du comportement parce que nous, on avait une meilleure compréhension, une meilleure analyse au niveau euh, beaucoup plus fine. Il y avait des choses que on ne percevait pas nous. Donc, ça a été très important. Le fait de pouvoir aussi refaire un bilan quelques temps plus tard, ça nous permet, parce que Raphaël avance et donc nous, il y a des choses qu'on perçoit peut-être pas très bien et ce bilan-là a été vraiment attendu aussi de la part des professionnels qui suivent Raphaël au quotidien et de l'équipe éducative parce que il apporte des réponses qui nous accompagnent, nous et enfin Raphaël et nous dans le quotidien et qui sont très importantes. C'est vrai qu'on a pu voir, si je peux rajouter pour Raphaël aussi, ça a apporté du lien parce qu'on a senti que vu qu'il avait moins de troubles du comportement, parce que nous, quand on a mis en place les recommandations qu'on a eues de votre part, on a bien vu que ces troubles du comportement étaient moins forts et moins longs. Et on a vu aussi son lien social et son envie de s'exprimer. Alors même là, c'est en plus lui, de plus, Raphaël ne communique pas par la parole, donc pour se faire comprendre, c'était aussi difficile. Donc on a vraiment eu une vraie différence entre euh, l'avant Bilan. rendez-vous, bilan et le après. Ouais, super. Je pense que c'est important ce que vous dites effectivement sur finalement une meilleure compréhension, une compréhension plus fine parce que en tant que parent, vous connaissez parfaitement vos enfants, mais ça permet peut-être une compréhension plus fine du profil et donc une adaptation encore plus personnalisée, je dirais,
de l'environnement, tant chez vous, au sein des familles, que dans les structures du médico-social. Madame Dupérier, vous souhaitiez peut-être faire un témoignage également. Alors peut-être je vais me permettre de reprendre un petit peu parce qu'on n'entend pas toujours très bien Madame Dupérier, mais ce que vous dites, et c'est un très bon exemple, je trouve, dans le syndrome de Williams, effectivement, Beren, c'est vraiment l'exemple type de éviter les on dirait que. Parce que et c'est valable pour d'autres syndromes, pour d'autres maladies rares, hein. C'est-à-dire que finalement, ce sont des personnes qui sont effectivement très en lien au plan social généralement et qui, si on ne fait pas d'évaluation, on a l'impression qu'ils vont comprendre quand même globalement plutôt bien leur environnement, puisque il y a notamment un bon niveau de langage oral, en tout cas de façade, et l'évaluation neuropsychologique, et c'est ce que Madame Dupérier vient de partager, et c'est très intéressant, c'est de se dire que finalement l'évaluation est importante pour mettre en lumière que finalement, même si on a l'impression que le langage est tout à fait opérant, avec même des constructions de phrases qui sont parfois assez complexes, des reprises de mots où on se dit « waouh, super, ils savent tout ça », quand on l'évalue, on se rend compte que la compréhension, c'est-à-dire le sens qui est mis derrière la parole, est pas si précise que ça. Et c'est important parce que ça veut dire que finalement, même si eux, ils parlent de cette façon, peut-être que nous, on doit adapter notre discours et pas avoir un discours trop complexe. Donc c'est en ça là que l'évaluation est importante. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi, monsieur et madame Hay, sur le fait que, par exemple, chez vous, donc Raphaël, il n'a pas accès au langage oral de manière efficace. Ça, c'est important de pouvoir l'évaluer, notamment sur le plan de la compréhension, c'est-à-dire du langage réceptif, parce que même s'il n'a pas les capacités de parler peut-être comme un enfant de son âge, ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas du tout ce qu'on lui dit en retour. Et cette différence au niveau du langage est souvent source, on le sait, de comportements défis chez toute personne qui présente un trouble du neurodéveloppement et ou une maladie rare. Donc, c'est vraiment quelque chose effectivement d'important. Alors, peut-être juste pour poursuivre avant qu'on laisse la place aux échanges, se dire que on voulait faire un petit topo rapide, mais sur le décryptage des comptes rendus, parce que on sait que voilà, parfois les comptes rendus neuropsychologiques sont un peu complexes à comprendre, imbuvables. On utilise des termes qui sont pas forcément toujours bien compréhensibles, et surtout par rapport aux notes. Alors ici, voilà, je vous ai noté finalement comment nous on note les résultats, c'est-à-dire qu'il y a un score brut en fait de la personne aux activités qu'on propose, et ensuite on va se rapporter à une population contrôle et on va standardiser les notes, et donc dire si la personne, elle est dans la moyenne de ce qui est attendu pour l'âge, au-dessus ou bien en deçà. Donc je vous ai mis ici les notes, mais c'est pas tellement l'important. Il faut pas se noyer en fait dans les chiffres. Ce qui est important, c'est surtout les interprétations qui sont faites, lire surtout les comptes rendus, les commentaires, pardon. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est une première étape, mais l'étape principale, c'est vraiment le profil cognitif de la personne. Donc vraiment lire ce que le neuropsychologue ou la neuropsychologue a pu marquer comme étant des compétences de la personne et des fragilités de la personne. Les compétences sont pas forcément, ça signifie pas forcément que c'est dans la norme de ce qui est attendu pour l'âge, toujours étant que c'est des compétences pour la personne en tant que telle, et c'est ça qui est important. Et peut-être pour finir mon propos, avant qu'on ouvre la discussion avec tous les autres participants, revenir un peu sur l'âge de développement. Je crois que c'est important parce que dans les comptes rendus neuropsychologiques, on est amené, dans les cas où les personnes concernées ont un trouble du développement intellectuel plus ou moins important, à utiliser le terme d'âge de développement équivalent, puisque malheureusement aujourd'hui, on n'a pas de test spécifique pour les personnes qui ont un trouble du développement intellectuel. Donc on est obligé d'utiliser des tests classiquement utilisés, et on adapte un peu notre passation. Et donc ça va nous permettre d'avoir un âge de développement équivalent. C'est important ici de ne pas prendre cet âge-là au pied de la lettre. Nous, ça nous permet, et normalement lors des restitutions, on l'explique comme cela, de se dire, je prends un exemple, un enfant qui va avoir 10 ans et qui a un âge de développement équivalent en termes de langage réceptif, donc de compréhension, de 2 ans et demi par exemple, ça veut dire que bien qu'il ait 10 ans, il faut essayer de lui parler avec des phrases simples
comme si on parlait à un enfant plutôt de 2 ans et demi, parce que c'est comme ça qu'il va comprendre. Attention, je suis pas en train ici de dire qu'il faut infantiliser la personne. C'est vraiment pouvoir adapter chaque activité qu'on va proposer. Et d'ailleurs, il n'y a jamais un seul âge de développement équivalent. On a un âge de développement équivalent dans chaque processus cognitif que l'on va pouvoir évaluer. Et souvent, on a des jeunes avec des profils complètement hétérogènes. Donc, c'était important de faire un point sur ce décryptage des comptes rendus parce que les âges de développement parfois sont malheureusement utilisés pour enfermer un peu la personne dans un fonctionnement. Je rappelle que l'évaluation neuropsychologique est une photographie à un instant T. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'évolution, bien au contraire, hein. Vous l'avez tout à fait dit, monsieur et madame Hay, c'est important de refaire des évaluations pour voir la progression. Donc, on peut progresser, même si on utilise le terme d'âge de développement équivalent. Il ne faut pas enfermer la personne dans cet âge-là, mais bien utiliser plutôt comme ressource cet âge-là pour adapter la façon de parler, quelle activité on va proposer, quelle préconisation on va faire, quel aménagement on va mettre en place au quotidien. Je pense qu'on a terminé pour nous par rapport à ce qu'on voulait vous dire, échanger, et je crois qu'on peut ouvrir à la discussion si ça convient à tout le monde. Merci beaucoup pour ces échanges très riches qui ont vraiment éclairé sur l'intérêt, l'impact du bilan neuropsychologique et pour son décryptage. Alors, oui, on va ouvrir pour le champ des questions. N'hésitez pas à lever la main ou si vous souhaitez écrire dans le chat, il n'y a pas de souci, on pourra relever les questions. Madame Marchetti avait fait une remarque par rapport aux spécificités du syndrome de Williams. Elle disait que pour d'autres anomalies chromosomiques, c'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte. Effectivement, ce que vous avez dit, ça s'applique à l'ensemble des maladies rares, peu importe le variant pathogène en question. Alors, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, moi j'en ai une. Quand je vous ai entendu, monsieur et madame Hay, parler de ce que vous avez pu mettre en place, je me suis posé la question d'un point de vue des parents. Est-ce que vous auriez des exemples de choses qui ont été simples à mettre en place pour vous, des choses vraiment qui ont été simples et qui ont changé le quotidien par rapport aux difficultés comportementales? Alors, dans les dernières petites choses, c'est vraiment l'accompagnement plus poussé et plus fine. Si Raphaël se sent en difficulté, c'est vraiment être l'accompagner jusqu'au bout dans le détail pour renforcer la réussite et la progression de son évolution sur les différentes activités. Ça, c'est vraiment un point qu'on a aussi appuyé auprès des personnes qui l'accompagnent au niveau de l'école. Parce que se mettre en difficulté sur une activité, ça veut dire ne pas réussir. Et donc, ça veut dire pour notre petit garçon se renfermer parce que je n'ai pas réussi. Donc voilà, ça c'est des points. C'est un point récent qui nous a permis de pousser davantage son accompagnement sur la réussite encore plus qu'avant. Merci. Donc, vraiment favoriser dans l'environnement les activités adaptées à son niveau, Oui, l'encourager, renforcer positivement, j'imagine aussi. oui, renforcer positivement et faire des petits paliers. Voilà, au niveau de la progression, ne pas vouloir aller trop vite, trop loin, parce que ça veut dire le mettre en difficulté et ça aurait l'effet inverse en fait sur son évolution. Alors que passer des petits paliers progressivement, on aura enfin, on arrivera davantage à, à une belle progression en allant dans ce sens-là. Je me permets juste de rebondir parce que je trouve que c'est très important ce que vous soulignez ici, c'est de mettre en avant ce qui fonctionne, mettre en avant les points positifs. Et dans l'évaluation neuropsychologique, alors c'est peut-être un travail qu'on doit faire nous en tant que professionnels, mais dans les conclusions, dans les recommandations, évidemment qu'on va être là pour pointer les choses qui sont plus compliquées, qui sont plus fragiles, mais on est aussi là et surtout là, et c'est très important pour les personnes concernées, mais aussi pour les familles. Et on le fait aussi avec, quand on est en lien avec les structures du médico-social, hein, pointer ce qui va bien
C'est-à-dire quelles sont les compétences sur lesquelles effectivement on peut s'appuyer, c'est ce que vous dites là, hein. Quelles sont les compétences ici dans votre cas de Raphaël sur lesquelles on peut s'appuyer, on sait que ça va fonctionner et donc ça risque de pas le mettre en difficulté. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir travailler sur justement des petites choses qui vont être un peu plus fragiles, en servant vraiment des compétences. Donc je trouve que c'est un très bel exemple. Merci. Si. Je dirais aussi par rapport à ce que vous aviez dit précédemment, nous, en tout cas, c'est vrai qu'en tant que parents, on connaît bien notre enfant. Par contre, il est clair que des parties du syndrome, c'est chose que nous, on connaissait pas. Du coup, on a pu, en fait, ça fait un lien entre nous, le fait de bien connaître Raphaël, et vous, en fait, les réponses que vous avez données ou qui, nous, étaient des zones d'ombre du syndrome, en fait. Alors moi, Oui, j'aimerais bien rebondir. Ah, pardon, non, Marie-Noël. non, vas-y Pauline, je pense qu'on va se compléter, mais Je pense que c'était ma question à laquelle tu as répondu d'emblée. C'est justement ces fameuses zones d'ombre des syndromes, le bilan neuropsychologique, à quel point Marie-Noël il permet d'y répondre pour les différentes maladies rares. Est-ce que tu veux réagir là-dessus? bah, je trouve que c'est un bon exemple que vous donnez, monsieur et madame Hay, et puis madame Dupérier, vous l'avez dit aussi. Alors c'est vrai que quand on a une maladie rare et qu'on connaît l'étiologie génétique, parce que c'est pas toujours le cas, mais lorsqu'on connaît l'étiologie génétique de la maladie rare, c'est un avantage non négligeable pour nous en tant que professionnels, parce que notamment pour les maladies rares qui sont, je vais le dire comme ça, les moins rares, en tout cas pour lesquelles on a des données de la littérature, ça va nous permettre d'avoir justement une idée en amont du profil que l'on pourrait retrouver chez la personne, donc de faire des hypothèses finalement de fonctionnement de la personne. Et grâce à l'évaluation neuropsychologique, on va affiner cette perception-là en se basant sur la littérature, mais après en faisant l'évaluation spécifique de la personne. Ça ne veut pas forcément dire que chez toute personne qui a un syndrome de Prader-Willi, par exemple, ou de Smith-Magenis, on va retrouver exactement le même profil cognitif. Simplement, on a une idée un peu en amont de l'évaluation de ce qu'on pourrait retrouver. On va faire l'évaluation qui va nous conforter ou non dans justement ces hypothèses-là, ce qui va permettre de donner des préconisations spécifiques aux parents et aux structures par la suite. Et l'exemple de Madame Dupérier est assez flagrant puisque globalement quand même, dans le syndrome de Williams-Buren par exemple, ils ont cette faculté à aller facilement vers les autres, à beaucoup parler, alors que derrière, il va y avoir une grande anxiété et pas toujours une bonne compréhension de ce qu'ils disent. Donc ça, c'est quelque chose qui est classiquement retrouvé, mais on peut aussi avoir un jeune qui n'a pas ce profil-là. Mais la recherche de la littérature et la connaissance des syndromes génétiques rares nous permet de pouvoir accompagner au mieux les familles par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, je vais enchaîner avec mes questions. J'ai l'impression que le diagnostic de trouble du développement intellectuel, c'est un diagnostic complexe qui ne fait pas l'unanimité, où souvent on ne sait pas trop comment il a été posé. Je voulais voir avec vous quels étaient vos avis, à la fois Marie-Noël, le point de vue du neuropsychologue, et puis le point de vue parental, comment est-ce que ça peut être perçu. Alors peut-être que je laisse la parole d'abord à Madame Dupérier ou à Monsieur, Madame Hay, et puis je reviendrai après sur cette question. Merci Pauline, mais qui est très épineuse, je dirais. Alors, nous, par rapport à la perception, en fait, on n'avait pas de... Enfin, on avait eu de bons retours. Enfin, si c'est la question, C'est une question très ouverte. oui, on y allait vraiment de façon... euh, on avait entendu que ça avait apporté beaucoup à d'autres parents. Et donc, pour nous, c'était quelque chose qui était, quand on a su que c'était possible, qui était très important. Et on a suivi
les conseils des autres parents parce qu'on a compris que ça allait certainement nous apporter beaucoup pour, pour la suite. Oui, je compléterai car en fait, alors nous pour le syndrome de Raphaël, donc à part la généticienne, donc à l'époque où nous ne sommes pas encore venus à Lyon, il n'y avait que la généticienne qui avait les vraies réponses. Et nous, il s'est avéré que c'était nous qui donnions les informations aux autres professionnels. Dès que Raphaël arrivait chez un professionnel, c'était bon, alors voilà, toutes les questions, on ne connaît pas ce syndrome. Et donc nous, là, ce qui a été bénéfique pour nous, c'est-à-dire on est reparti et on avait des réponses. On avait des réponses sur des choses qu'on ne savait pas. Le cadre, par exemple, pour Raphaël, garder un cadre sur le nom, par exemple, un cadre précis parce que c'est quelque chose qui va le faire avancer. Et parce qu'ils sont peut-être aussi à, à aller chercher justement le cadre pour se rassurer. Donc ça, c'est toutes ces choses-là, elles étaient importantes. Et donc, on a pu apporter, nous, ces réponses-là aux autres professionnels. Mais là, vraiment, le plus important, c'était que on avait, je sais pas si je suis clair, mais on avait les réponses. C'était le sens contraire. En fait, on avait des réponses et c'est ça qui était très Oui, je agréable. comprends que l'évaluation neuropsychologique pour Raphaël a apporté des réponses, là où avant c'était vous qui étiez en posture expertale. Exactement, tout à fait. Alors, moi, je vais essayer de répondre de mon côté. Désolée, j'ai vraiment un réseau qui n'est pas bon, donc je vais peut-être couper un petit peu le début de la question, Pauline. Mais je comprends, c'est l'importance de l'évaluation neuropsy. Hein, Et puis la question aussi du diagnostic de troubles du développement intellectuel aussi, je crois. Oui, tout à fait. Ben, en effet, nous, en tout cas, en tant qu'association, quand on accueille des nouvelles familles, on va tout de suite les diriger, ben, notamment vers vous, hein, Marie-Noël, pour effectuer un bilan, puis, donc une évaluation neuropsychologique pour en effet pouvoir aussi ben, les guider. Hein, c'est important. On l'a déjà mentionné, nous, c'est vrai que on sait, puisqu'on a la chance de bien connaître le syndrome de Williams, dans les symptômes, il y a vraiment, on est très c'est par rapport à ces troubles anxieux et de la dépression qui ne sont pas du tout visibles. Moi, personnellement, dans mon expérience avec ma fille, elle a décompensé du jour au lendemain, je n'ai rien vu arriver. Et malheureusement, à l'époque, c'est vrai qu'elle n'était pas prise en charge. Aujourd'hui, le fait qu'elle ait eu un bilan, on peut aussi apporter conseil justement à toute l'équipe hein, en fait, qui entoure notre fille, que ce soit à l'IME. Voilà, il y a vraiment une coordination aussi qui peut se faire autour de l'enfant et dans la prise en charge pluridisciplinaire, donc c'est très, très important. Merci Gaëlle. Alors c'est vrai que peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire et pour répondre aussi un peu à la question de Pauline sur le diagnostic de troubles du développement intellectuel, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas toujours très simple parce que c'est une question qui se doit d'être posée lors de l'évaluation neuropsychologique, hein, puisque c'est un diagnostic qui est objectif. C'est pas un diagnostic qui se fait sur la tête d'une personne, mais malheureusement encore trop aujourd'hui, c'est fait parfois comme ça. Ou bien même, on va se dire que parce que la personne a tel syndrome rare, justement, alors forcément, il y a un trouble du développement intellectuel derrière. Et c'est ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que peut-être que oui, dans la littérature, il est fortement rapporté que dans ce syndrome rare, il y a une prévalence importante de troubles du développement intellectuel, autrement dit d'une déficience intellectuelle. Ça ne veut pas forcément dire que la personne, elle en a un. Pour le savoir, il faut faire l'évaluation neuropsychologique. Donc, si on peut passer un message aujourd'hui, c'est vraiment celui-ci, c'est de ne pas se reposer sur que les données de la littérature, c'est très bien, ou sur ce qu'on pense être le cas, mais notamment pour le diagnostic de troubles du développement intellectuel, c'est important de pouvoir l'évaluer spécifiquement pour pas se tromper, en fait. Parce que si on se trompe sur le diagnostic et donc sur le profil cognitif, si on suppose que la personne a telle ou telle compétence alors qu'en fait on ne l'a pas évaluée,
Ça veut dire que les aménagements, les préconisations, l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle est pas finement adapté à la personne. On a adapté en fonction de ce qu'on pense être, mais c'est pas en fonction des réelles ressources de la personne. Et c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui à transmettre dans le domaine du handicap de manière générale, hein. Mais ici, on parle des maladies rares, c'est l'évaluation spécifique pour pouvoir apporter des préconisations, des recommandations spécifiques et adaptées à chaque personne. Madame Marchetti, vous aviez une question? Oui, c'était plus pour rebondir par rapport également au témoigner. Au sein de l'association, c'est vrai que nous, quand les familles nous appellent, bon, en général, le diagnostic est posé. Donc, elles ont souvent eu également on va dire, un QI, enfin, une évaluation qui a été faite. Le profil neuropsychologique est cependant pas toujours fait. Ça, c'est ce que je peux remarquer. On a, la majorité des cas, un TDI est diagnostiqué. Parfois, c'est un trouble d'apprentissage. Je dirais que pour nous, puisque je suis une famille qui est concernée également, pour un de mes enfants qui est le plus touché, mais alors je dirais qu'on est dans il y a 8 pathologies, enfin 8 cases de cocher. Petit, c'était la catastrophe à l'école, donc il a été diagnostiqué sans être évalué avec un TDI. Donc c'est sympa parce que sans évaluation, alors qu'il fonctionnait quand même, hein, difficilement, mais il fonctionnait. Il y avait des troubles d'apprentissage, j'aurais plutôt dit, moi. Pourtant, avec nous à la maison, on a fait, je pense, comme beaucoup de parents dans ces cas-là, on s'est adapté à lui, c'est-à-dire quand on a vu que quelque chose ne fonctionnait pas, moi j'ai fonctionné avec ce qui marchait avec lui, c'est-à-dire lui proposer les choix pour l'apprentissage. Bon, visiblement, quand on fonctionne avec un cadre, ça va pas. Si je te propose de lire ou d'apprendre avec un stylo de couleur, quelle couleur tu veux, ça marchait mieux, par exemple, hein, c'était comme ça. Moi, j'avais remarqué qu'il avait une mémoire incroyable. Il apprenait du par cœur et ça permettait de continuer d'apprendre. Pour le sport, c'est pareil. Le sport, la motricité fine ne marchait absolument pas. Mais par contre, lui, sa stratégie, bon, il s'est mis à l'escrime très tardivement. Il repère, je dirais, les difficultés de l'autre pour arriver à fonctionner à l'escrime dans ce sport. Et du coup, ce sport-là l'épanouit complètement parce que même s'il n'est pas super doué, on va dire, dans ses gestes, il va y arriver et il progresse. Donc, ça lui apporte beaucoup de choses. Au final, il va avoir un premier diagnostic avec un QI d'évalué vers 11 ans, mais toujours pas de profil. Par contre, là, il diagnostique pas du tout qu'il a de déficience intellectuelle. Donc, on n'est pas du tout dans ce que nous ont dit je dirais, le corps enseignant jusque-là, alors qu'on voulait nous le mettre en IME quand même, hein, à 7 ans. Et puis, le diagnostic viendra qu'à l'âge de 24 ans et demi, même si là, quand on va dans un CRA, on nous dit non, non, mais c'est des troubles d'attention, c'est pas possible que tous les médecins soient passés à côté. Ça doit être un trouble, un TDAH. Et finalement, c'est un TSA Asperger. Et puis, c'est même plus un TSA, c'est un autiste pur. Mais il y a plein d'autres choses qui cochent, hein. Il y a la cardiologie qui ne va pas, il y a l'immunologie qui ne va pas, il y a un tas d'autres pathologies, il y en a 7 autres à côté, hein, de toute façon. Donc, on est plutôt un Merci système multisystémique. Mais c'est pour pour vous votre dire que témoignage. le profil, ce qui m'étonne, là, par rapport à Mm. tout ce que vous avez présenté, c'est que vous voyez, le profil neuropsy n'est toujours pas fait à 24 ans et demi, alors que ça aurait aidé, il en a plus de 30 aujourd'hui, pour l'épanouissement, pour le travail, pour un tas de choses qui sont évoquées là. C'est-à-dire que c'est vrai que ça aide la famille et je le vois à l'association, mais je le vois dans ma vie quotidienne. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important et merci pour votre témoignage qui montre bien qu'il faut faire une évaluation précise du fonctionnement qui va également aider, Marie-Noël, peut-être que
Alors là, on s'approche de la fin du webinaire. Peut-être qu'on a le temps pour une dernière remarque ou une dernière question et qui va aider à l'orientation de la personne. C'était ça, c'est vers là que je voulais rebondir. Je me permettais d'intervenir. Je suis désolée, j'ai pas trouvé où mettre ma petite main en l'air sur l'écran. Excusez-moi. Je suis Stéphanie Frochot. Je travaille à l'équipe Relais Handicap Rare. Je connais certaines personnes parmi vous. Je m'excuse déjà d'être arrivée un petit peu en retard, mais tout ce que vous me dites, en fait, ça fait écho à pas mal de choses et je trouvais intéressant d'intervenir pour expliquer la place du diagnostic, en tout cas des évaluations neuropsy ou autres, dans notre travail à l'équipe Relais Handicap Rare, où nous, on va être sur de la coordination de ressources pour simplifier. Pour les personnes qui connaissent pas, les familles, les professionnels vont nous appeler et on va intervenir, on va essayer de trouver des solutions par rapport aux demandes et aux besoins de la personne. Euh, et donc, la question du diagnostic, eh ben, elle est toujours à double tranchant chez nous, c'est-à-dire qu'à la fois, on en a besoin, nous, à l'instant T, enfin, pour essayer quand c'est pour des questions d'orientation ou quand on est en lien avec les ESMS. Et à la fois, il ne faut pas qu'elle soit enfermante. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Donc, c'est compliqué pour nous, ces histoires de diagnostic, enfin pour moi en tout cas. C'est-à-dire qu'à la fois, j'en ai besoin vraiment, et à la fois, je me rends bien compte quand on rencontre les professionnels dans les ESMS que parfois, voire souvent, ça peut enfermer ou fermer des portes dans les situations, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Bien au contraire. Du coup, je reprends ce que disait Marie-Noëlle Babinet tout à l'heure en disant que c'est vraiment un cliché, une photo à l'instant T et qu'il ne faut pas catégoriser ou enfermer des personnes dans ces diagnostics. Voilà. Merci, Madame Frochot, et ce sera probablement le mot de la fin, j'imagine, Pauline va nous dire, mais c'est très intéressant tout ce qu'on a pu échanger, ça montre bien, même si c'est pas encore assez démocratisé, en fait, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, que l'évaluation neuropsy sert pas juste à poser un diagnostic. D'ailleurs, on ne pose pas de diagnostic, hein. On peut donner plus un avis sur le TDI, mais le reste, on ne pose pas de diagnostic, mais on aide effectivement à faire une photographie à l'instant T, et donc à l'instant T à aider à l'aménagement, aux préconisations, à l'orientation scolaire et ou professionnelle, mais qui se doit d'être réactualisé, re-questionné en fait. Donc l'idée, c'est effectivement pas d'enfermer la personne dans un fonctionnement à 7 ans, il est comme ça et il sera comme ça toute sa vie. On n'a pas de boule de cristal, on n'est pas magicien. Donc à 7 ans, c'est peut-être comme ça, mais peut-être qu'à 9, ce sera autrement, peut-être qu'à 15, ce sera autrement. Et pour ça, il faut pouvoir refaire, dans la mesure du possible, des évaluations, pas trop régulièrement, mais assez régulièrement pour se re-questionner sur le profil de la personne, l'orientation, est-ce que l'orientation est adaptée ou pas. Et du coup, je pose juste une dernière question. Et du coup, vous disiez en faire régulièrement. C'est quand? C'est tous les combien de temps régulièrement? Alors, C'est c'est variable. compliqué, Ouais. c'est variable, c'est compliqué de Ouais. répondre à cette question. Ouais. Chez les enfants, on a tendance à dire que c'est intéressant de refaire tous les 2-3 ans, et d'ailleurs souvent la MDPH redemande en fait une évaluation psychométrique, pas neuropsychologique, mais psychométrique. Donc ils entendent par là un QI, mais on rappelle que ça ne suffit pas, hein, un QI. Donc c'est tous les 2-3 ans, mais c'est plutôt quand on se pose une question en fait. L'évaluation, elle a un objectif. Donc on se pose une question scolaire, on se pose une question professionnelle chez l'adulte, on se pose une question d'un changement de comportement brutal, par exemple, qui pourrait être sous-tendu par un profil cognitif. Et les adultes, c'est plus espacé. Euh, on peut se dire plutôt que tous les 5-6 ans, c'est pas mal, mais c'est pareil, ça reste complètement la théorique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir la personne, le profil de la personne, l'intérêt de l'évaluation, parce que c'est coûteux hein, de faire une évaluation au plan de la fatigue, au plan du temps. Donc, il ne faut pas en faire non plus trop régulièrement. Puis après, il y a des effets voilà, d'apprentissage de ce qu'on peut proposer. Donc, c'est important. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous allons devoir nous arrêter là. C'était très intéressant. Merci encore à nos 4 intervenants, Marie-Noëlle Babinet, Madame Duperrier, Monsieur et Madame Hay, d'avoir pu nous éclairer sur le bilan neuropsychologique et son intérêt. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette conférence sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner également à notre newsletter et à nous suivre sur LinkedIn pour être au courant de toute notre actualité. J'en profite pour vous proposer de nous retrouver le 26 septembre
pour notre prochain webinaire avec professeur Lorca, qui nous parlera de l'approche pharmacologique dans les troubles du comportement d'origine génétique. Merci beaucoup et à bientôt.